pouvez vous asseoir. Merci. Sur le même serment. Donc, on en était à la note du 20 février, dont on a un projet de note. Oui. Parfait. Voilà. Si on... sur le côté droit de l'écran, là, on peut peut-être juste lever un peu... parce que la paragraphe sur l'autre droite. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que le paragraphe quant à la livraison 2, sur le côté droit, c'est la pièce 26P74. Donc, c'est la note, voilà, qui est arrêtée là. Descendez encore un peu, s'il vous plaît. Non, descendez le texte, s'il vous plaît. C'est ça dans l'autre sens. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut le monter, c'est contre-intuitif, mais bref. À droite, on a la note qui a été déposée au comité conjoint. À gauche, on a votre projet de note. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez retiré de votre projet de note en vue de son dépôt au comité conjoint? OK. Alors, peut-être juste de rappeler que quand on montait voir Mme Tremblay avec nos notes, donc c'était des notes projet, donc c'était pour fin de discussion. Alors, évidemment, tout ce qui était dans cette note-là avait déjà été validé sur le terrain. Et c'est là que les discussions commençaient en termes, surtout reliés au niveau de détail, qui devait monter jusqu'au comité d'audit en haut. Alors, c'est pour ça qu'on retrouvait des différences en termes de contenu, en termes de détails. Et moi, j'avais trouvé un chemin de passage toujours pour préserver nos relations aussi, là. Le but, c'était pas de se braquer dans le bureau de la PDG, là, puis qu'il n'y ait plus rien qui sorte, là, non plus, là. Alors, on trouvait un chemin de passage. Moi, mon message était quand même nommé, le thème, mais c'était surtout au niveau du détail, donc au niveau des métriques, que j'acceptais de faire un compromis et de venir bonifier un peu dans ma conclusion, comme on l'a vu tantôt, et ou dans le huis clos. Le huis clos, peut-être partager peut-être une anecdote ou en tout cas un fait qui s'est passé là, c'est que dans certains cas, on avait demandé à ce que je n'ai pas mon huis clos. Alors moi, je m'objectais tout le temps, ça fait partie du processus. Qui ont? Oh, bien écoutez, des fois c'était quelqu'un, ça pouvait même être Mme Tremblay ou un membre du comité de dire, bien, écoute, Daniel, il n'y avait pas de point aujourd'hui qui te concernait là, dans le comité d'audit, parce qu'il faut comprendre que moi, j'étais au comité d'audit de façon systématique, même si je n'avais pas de point, ne serait-ce que pour mon huis clos. Donc, ça, c'était dans nos processus. Alors, des fois, on a essayé d'essayer de me convaincre, de dire, bien, regarde, tu n'as pas besoin d'avoir un huis clos, ou la note que tu as présentée était suffisamment détaillée, donc, ou on n'a pas suffisamment de temps, ça te dérange-tu qu'on coupe ton huis clos? Ça, c'est le genre de questionnement, ça, qu'on pouvait me faire. Alors, j'ai très rarement accepté qu'on coupe mon huis clos. Et quand je l'acceptais, c'était pour des raisons évidentes, que j'avais rien de plus à leur dire, j'avais pas de points ou des choses comme ça. Il est arrivé un temps où, parce que dans l'ordre des choses, il y avait mon huis clos à moi, à la fin, puis il y avait le huis clos à Nathalie Tremblay après ça. Alors, ce qui se passait, c'est que, bon, évidemment, ce que moi je dis dans mon huis clos, Nathalie, techniquement, elle n'est pas supposée être au courant de ça. Mais j'ai l'impression que les membres du CA ou du comité lui posaient beaucoup de questions suite à mon huis clos. À moi, évidemment, si je compensais le bout que je calculais qui manquait de précision dans une note. Et là, Mme Tremblay, bien, dans mes rencontres subséquentes, m'informait de ouais, ça a brassé pas mal dans ton huis clos, par exemple, ou tout ça. Alors, des fois, je me permettais de lui échanger des morceaux qui avaient été discutés. Moi, c'était pas une cachette pour moi parce que c'était essentiellement des points que j'avais déjà discutés avec elle. Puis c'était pour lui démontrer aussi que quand ça venait être coupé dans mon texte, bien, moi, je compensais là. Alors, pour moi, c'était clair. Mais il y a eu un temps où Nathalie a voulu peut-être en savoir plus, je présume, et elle avait proposé d'installer que son huis clos à elle soit d'abord le premier. Il y avait mon huis clos, et elle revenait à huis clos. Alors, moi, je me ramassais en sandwich, là-dedans. Okay? Alors ça s'est produit peut-être à 3 ou 4 reprises dans les comités conjoints. Alors ça me rendait un peu mal à l'aise parce que là, je savais bien que ce que je venais de dire à huis clos, là, ça allait, en tout cas. Elle était capable, par une analyse d'écart quand même assez facile, là, de savoir ce qui avait été discuté là. Alors, ça venait un peu amoindrir ou affaiblir la force du huis clos.
après quelques fois, ça s'est estompé, puis on est revenu en fait à des huis clos simples là-dessus. Alors, le huis clos, pour moi, était un rendez-vous absolument important pour permettre aux membres, que je puisse répondre à leurs questions un peu plus détaillées, un peu plus en profondeur, de venir compenser ce qui, à mon avis, méritait plus de détails. Alors, évidemment que pour moi, le huis clos, ça a toujours été très, 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 très important. Et donc, si on compare la note du 20 février 2019 qui a été déposée au comité conjoint et votre projet de note, la différence majeure se retrouve au paragraphe quant à la livraison 2. Oui. Qu'est-ce que vous aviez... Alors ici, on disait, bien, quant à la livraison 2, une planification détaillée est en cours et une révision des efforts. Donc, ça, on l'avait déjà nommé, des coûts de la portée et de l'échéancier. Le 21 novembre 2018, le bureau de programme informait le comité des demandes d'ajustement de projet de la non-application du lot 9. Bon, ça devient un peu technique, là, mais de façon temporaire pour les discussions. Donc, on disait ici, que le partage de risques allait être, juste une seconde, là, diffusion de la non-application du partage de risque de façon temporaire pendant les discussions. Alors là, c'est important ici, c'est que là, on disait, bien, écoutez, considérant le fait qu'il y a des négociations qui sont déjà commencées, il y a des analyses d'écart, donc on va suspendre la notion de partage de risque. Alors, c'est ça qu'on voulait informer les gens ici. Mais juste là-dessus, avant qu'on aille dans le deuxième segment, là, le partage de risque, c'est quoi son importance dans la structure du contrat que la SAQ a avec l'Alliance? Bien, c'était un des fondements du contrat, c'est-à-dire que c'était relativement nouveau aussi au niveau du gouvernement d'avoir des contrats à partage de risque, comme ça. Alors, il y avait toutes sortes de formules qui avaient été développées justement pour partager des risques. Et ça va dans les deux sens. S'il y avait des gains, il fallait partager les gains, puis s'il y avait des pertes basées sur différents calculs, donc ils devaient se partager ça. Malheureusement, dans les faits, le partage de risque n'a à peu près jamais été appliqué. Mais on va y revenir à ça. Mais donc, quand on parle du partage de risque, ça se traduit potentiellement dans des dollars, là? Hein? Oui. C'est le risque par rapport au développement. Puis, si ça prend moins de temps de développer quelque chose, c'est là qu'on a une économie qu'on va se partager. Exact. Mais si ça prend plus de temps de développer une portion de l'application, bien, le fournisseur est censé assumer une partie des coûts associés à cette chose-là. Et là, ce on vient de ce que le bureau de programme annonce, c'est qu'on ne va pas appliquer cette clause centrale-là au lot 9 de façon temporaire pendant les discussions et on vous demande de retirer cet élément-là de votre note. Oui, en fait, Nathalie trouvait que c'était un élément de détail à ce moment-là, considérant les discussions qui avaient cours. Alors, à ce moment-là, moi, j'avais dit, Nathalie, écoute, je vais devoir en parler dans mon huis clos, c'est sûr. Alors, c'est pour ça que, en fait, la seule différence, quand j'étais obligé de compenser dans le huis clos, c'est que la note est déposée officiellement, les procès-verbaux s'inscrivent du côté de la rencontre. On comprend que les procès-verbaux étaient quand même assez résumés, là. Je veux dire, je ne pouvais pas me fier là-dessus pour qu'eux rentrent dans différents métriques. Alors qu'à huis clos, bien, il n'y a pas de procès-verbal. Voilà. Alors, moi, c'était ma façon de compenser, là, puis dans la conclusion, mais le risque que je prenais, en fait, à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas de procès-verbal pour venir documenter ça. Et donc, la PCD qui sait pertinemment que vous allez rajouter en huis clos l'information qu'elle vous fait retrancher de votre note, l'intérêt de ça, c'est que c'est pas noté nulle part que l'information existe, ou en tout cas le fait qui est relaté et que ça a été transmis. Exact. Parfait. Par contre, comme on le disait tantôt, je m'adressais quand même à au moins la moitié des membres du conseil d'administration à huis clos. Tout à fait. C'est ça, c'est Sauf que les que autres... quand on leur pose la question 5 ans plus tard, puis c'est pas écrit, ils s'en souviennent plus. Parce que c'est pas noté nulle part. Voilà. Il n'y a pas de procès-verbaux lors du huis clos. C'est ça que je retiens, là. Voilà. Et l'autre moitié du conseil d'administration n'a pas accès à l'information transmise en huis clos parce qu'elle n'est pas notée au procès-verbal. Exact. Par contre, il pourrait y avoir accès parce que techniquement, les sous-comités doivent faire rapport au CA dans son ensemble. Alors, les membres du CA savent qu'il y a des huis clos qui se déroulent là, dans ces rencontres-là. Alors, c'est à eux à poser les questions d'usage.
L'autre segment du paragraphe qui va se perdre là, entre le projet et la version qui est déposée au comité, c'est le fait que l'évaluation qui est faite du PGI, de ce qui est inclus là, dans le logiciel intégré que vous achetez, en fait, que ça couvre que 50% des processus de l'accès sécuritaire au réseau routier. Ouais. Et vous précisez ce qui implique un développement important et explique une complexité pour la planification. Oui. Alors, ce qu'on voulait dire ici, puis ça, j'ai pas eu de misère, en fait, à couvrir le terrain là, dans le huis clos, c'est que ça faisait déjà plusieurs fois qu'on leur disait, écoutez, oui, la livraison 1 est vanille à hauteur de 90-95 %, ça va. La livraison 2, le chiffre qui était véhiculé ici de 50 % était surévalué selon notre prétention à nous. Okay? Et on voyait bien que juste par le nombre d'unités de développement qu'ils devaient faire pour rendre la solution, pour que la solution puisse répondre aux besoins de la société, il y avait énormément de développement à faire. Alors, c'est pour ça que nous autres, on disait, le taux vanille ou le taux de personnalisation de l'outil est beaucoup... En fait, la personnalisation est beaucoup plus grande que 50 %. Et donc, on était dans un taux vanille peut-être à hauteur de 30 ou 40 % ici. Là. Alors ça avait déjà été nommé. On avait pensé ici de le renommer, puis j'avais été à l'aise de compenser ça facilement, moi, dans mon huis clos. Ça, bien, ça ne me posait pas de problème. Ça avait déjà été dit que le développement et la personnalisation au niveau de la livraison 2 étaient majeurs là-dessus. Alors ça, c'est ce point-là ici. On va passer au 4 juin 2019 dans la pièce 26P74. Donc, ce sont les notes déposées au comité de conjoint. Je suis à la page 149 de la pièce. Donc, au début de la note, il y a beaucoup d'enjeux déjà nommés qui reviennent, qui ne sont pas réglés. On peut peut-être passer au deuxième paragraphe de l'état de la situation. Donc, je comprends que les éléments financiers qui se trouvent dans la reddition de comptes sont toujours validés a posteriori, malgré vos commentaires d'il y a quelques notes, et que vos préoccupations demeurent quant à la précision des indicateurs de performance. Oui. C'est toujours pas réglé. Et il y a des nouveaux indicateurs qui ont été développés qui permettraient d'obtenir une lecture plus précise au niveau de la livraison 2. Mais vous ne les avez pas encore à ce moment-là. On ne les avait pas encore, mais on avait déjà des indications que ça allait être basé sur les RICEF. Parfait. Si on passe à la page suivante, 150, vous mentionnez que l'équipe projet, là, à la deuxième phrase du premier paragraphe, travaille actuellement à documenter la portée prévue du projet versus la portée livrée quant à la livraison 1. Donc, on n'a toujours pas l'ensemble des fonctionnalités attendues pour la livraison 1, puis on est en train de faire l'analyse d'écart, c'est ça? Exact, oui. La DVIEP a début de paragraphe suivant, des travaux entourant le contrôle relatif à la sécurité de l'information, la protection des renseignements personnels ainsi qu'au contrôle financier. Donc là, ces contrôles-là sont censés être installés, puis vous validez qu'ils fonctionnent bien. Est-ce que je comprends bien votre note? Non, parce qu'on dit ces travaux... En fait, on dit que la DVIEP a débuté des travaux entourant les contrôles, donc qui devaient être faits par le deuxième... en fait, les contrôles entourant la solution. On parlait évidemment donc de sécurité, PRP et tout ça, ainsi qu'au compte. Tel que convenu avec l'EVP et RHFP, ces travaux se poursuivront une fois la période de rodage de la livraison 1 complétée. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé ma réponse par un non. C'est que la période de rodage n'étant pas complétée, les contrôles n'étaient pas encore tout installés. Alors, c'était difficile pour nous de se prononcer déjà là-dessus. Alors, encore une fois, c'est un rappel là, ici. Là. Parfait. Puis ensuite, on revoit là, des problématiques que vous avez expliquées. L'absence de plan de contingence, la question des taux horaires, les autorisations de contracter émises par l'AMP. Oui. C'est toujours pas réglé. Exact. Vous le mentionnez encore. Vous parlez ensuite au paragraphe suivant là, concernant les hypothèses de coût du projet.
Une augmentation importante des efforts pour la livraison 2 a été confirmée dans une entente de principe entre la Société et l'Alliance. Les auditeurs surveilleront les taux horaires facturés pour ces efforts supplémentaires, ainsi que le traitement financier des travaux estimés à 42 millions qui devraient être réalisés à coût nul par l'Alliance selon l'entente. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce paragraphe-là. Est-ce que l'entente de principe, vous y avez eu accès, la DVIEP? En fait, oui, on nous l'avait présenté et là, on était dans un contexte de dire, écoute, là, on a une entente de principe, on continue, on se dirige vers une transaction. Donc, il était important pour eux de continuer à travailler, mais il était aussi important qu'ils puissent continuer à facturer. Alors, cette entente de principe-là venait un peu encadrer tout ça. Et puis, on nous sortait la fameuse réponse encore que même s'il y avait des travaux supplémentaires à hauteur de 42 millions qui devaient être réalisés à coût nul par l'Alliance selon l'entente. Alors, évidemment, nous autres, on a reconduit cette réponse-là, mais 42 millions à coût nul, là, ça commence à être important pas mal là, pour un fournisseur. Alors, la réponse ici, bon, évidemment qu'on l'a reconduit, mais le début du paragraphe est très important concernant les hypothèses de coût du projet, une augmentation importante des efforts pour la livraison 2. On va voir à un moment donné, là, plus tard là, dans l'histoire, qu'on va pouvoir mettre un certain nombre de métriques là, sur ça ici, mais ça, c'est très important. Et ça nous avait été confirmé. Puis 42 millions, là, si on se rapporte au coût du contrat qui a été signé de 458 millions. Oui. Donc, on indique dans une entente de principe que l'Alliance va faire environ 10 de la valeur de son contrat à coût nul. Elle fait 10 plus de travail, mais elle va le faire à coût nul. Ça peut vouloir dire ça, oui. OK. Ensuite, il y a le troisième rapport de EY. Oui. Que vous êtes en train d'analyser. Et ce qui vous amène à dire que c'est toujours des cibles ambitieuses tout à fait, qui sont poursuivies. Puis on est toujours à la même place, là, la disponibilité des ressources, la complexité de la solution et la vélocité des équipes. Alors, évidemment que les impacts sont directs sur l'échéancier du projet. Okay. Dans votre conclusion, vous amenez une nouvelle notion qui est celle de réalisme et de faisabilité de la livraison 2 pour la poursuite du projet et conséquemment la mise à jour des coûts et du cadre financier. Oui. Sur quoi désirez-vous attirer l'attention du comité conjoint par votre conclusion? Donc, en portant une attention particulière à la révision de l'échéancier de la livraison 2. Donc, on avait déjà eu des informations pertinentes, en fait, que c'était reporté ou en tout cas que ça allait être beaucoup plus loin, pour s'assurer de son réalisme et sa faisabilité pour la poursuite du projet. Alors, quand on parle de réalisme et de faisabilité, bien, évidemment que si on revient toujours dans le triangle, là, si la portée change, ça va venir impacter le délai, puis ça va impacter aussi les coûts, etc. Donc, on tourne toujours ici dans ce cercle-là ici. Mais là, ici, on était rendu à parler de réalisme. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça fait du sens? Et est-ce que c'est faisable? Alors, on en était rendu là. Et conséquemment, la mise à jour des coûts et du cadre financier. Parce que chaque fois qu'il y avait des replanifications, ils revenaient jouer dans les bénéfices prévus, évidemment. Ils revenaient jouer dans les coûts, puis dans le délai. Pas le choix, là. Parce que la réalité, c'est quand ça prend plus de temps à programmer la solution, oui. C'est que la même équipe va travailler plus longtemps. Oui. Donc, on va dépenser des heures. Il y a des heures qui sont dépensées. Exact. Et c'est pas parce qu'il y a du monde qui part en vacances ou qui sont affectés à d'autres projets que l'équipe de programmeurs est plus petite, puis c'est pour ça que ça prend plus de temps. Parce que ça prend plus d'heures à réaliser. Oui. Il y a ça, puis en même temps, nous, à un moment donné, en fait, on le résumait là, de cette façon-là, parce qu'actuellement, je pense qu'ils sont encore dans la livraison 2 ou dans la L2.5, là, parce que ce qui n'avait pas été fait dans la L2. Mais au moment où je suis parti, on avait une règle du pouce un peu en disant, bien, écoutez, le contrat a été consommé 2 fois plus vite que prévu pour recevoir moins de la moitié là, de ce qu'on avait commandé. Ça commence à être beaucoup, ça. Et... Parce qu'on ne parle même pas de la livraison 3, là. Du tout. Et on est plus là, c'est plus d'un carton, ça, là. Non, du tout. On est avec la livraison 2, et puis, donc, incluant aussi la livraison 1. Le contrat s'est consommé 2 fois plus vite que prévu et on a reçu moins de la moitié de ce qu'on avait commandé.
Ça vient résumer la situation, ça, dans son ensemble. Si on peut maintenant passer à la note du 4 juin 2019, qui est à la page 153, juste le temps que je comme ça sa note. Je suis là de faire deux choses. Parfait. La première page ressemble aux autres. Là. Si on va à la page 153, donc, on revient sur le thème des travaux relatifs au contrôle lié à la sécurité de l'information, à la protection des renseignements personnels et au contrôle financier. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau que vous souhaitez porter à l'attention des membres du comité? Vous avez maintenant le paragraphe devant vous. Peut-être juste de remonter, là. Je vais juste me resituer dans le temps, là. Je m'excuse, là. Ah, on est au 4 juin 2019. OK. Alors, 4 juin. Donc, 4 juin 2019, ça fait environ 6 mois que la livraison 1 est déployée. Donc, on a entamé les travaux relatifs au contrôle lié à la sécurité de l'information, à la PRP, ainsi qu'au contrôle financier de la livraison 1. Alors là, comme on l'avait déjà mentionné auparavant, il y avait une problématique, donc que les contrôles n'étaient pas tous là. Alors, bien qu'on dénote jusqu'à présent un manque de documentation entourant la description et l'évaluation des contrôles financiers, les équipes sont en action et des efforts importants seront, évidemment qu'on parle toujours au futur ici, nécessaires afin de confirmer l'efficacité des contrôles financiers. Bien que des mécanismes de protection des renseignements personnels soient prévus dans le projet, les informations obtenues nous indiquent que la solution ne journalise pas la consultation des données personnelles consultées par les utilisateurs. Ça, c'est majeur ici en sécurité. De plus, la SAAC ne détient pas les habilitations de sécurité pour certaines ressources externes qui possèdent des droits d'accès à des données confidentielles. Ces demandes sont actuellement en cours et des analyses quant à la qualité des documents sont aussi effectuées. Le bureau de projet en assure le suivi. La DVIEP a aussi assuré un suivi quant aux autorisations de contracter. Alors ici, on est toujours dans l'AMP. Et en date de présente note, donc là, il en restait 2 fournisseurs du projet qui étaient en attente d'obtenir leur autorisation. Mais si on reste sur les contrôles, là, en fait, on constate que les autorisations de contracter de l'AMP, c'est toujours pas réglé rendu à la moitié de l'année 2019. Oui. Mais sur les contrôles, vous commencez à les tester. Puis là, en fait, vous réalisez qu'ils ne fonctionnent pas, puis vous êtes un petit peu plus précis dans ce qui ne fonctionne pas. C'est ce que je comprends? Exact. Parfait. Et quand on parle ici de la journalisation, la solution ne journalise pas la consultation des données personnelles, ça c'est une chose, mais il y a aussi des gens qui ont des droits d'accès qui ne devraient pas avoir non plus. Mais la journalisation ne permet pas de détecter ça. Ensuite, sur les demandes d'ajustement de projet, en fait, au paragraphe suivant, il y a toujours la question de l'absence de plan de contingence, qui est toujours à l'ordre du jour, et qui n'est toujours pas réglé, qui est sur votre liste de choses à vérifier. Ensuite, il y a les problèmes récurrents de demande d'ajustement du projet qui sont effectués par le bureau de programme, là, M. Malenfant, oui, qui ne passe pas par le comité aviseur que la PDG avait pourtant mis en place pour les analyser. Oui. Ça, c'est important, c'est que plus on a des demandes d'ajustement, plus la portée, puis plus nos coûts, puis notre échéancier peut fluctuer. Exact. Puis dans les ajustements, des fois, il y a du temps qu'à y être, mais il faut séparer le bon grain de livret là, de ce qui est absolument essentiel, de ce qui serait quelque chose de le fun à avoir. Tout à fait. Quant à la livraison 2, est-ce que vous ajoutez quelque chose ou vous en êtes toujours à la vérification que les efforts à coût nul vont bien être faits à coût nul? Bien, en fait, à ce moment-ci, donc au 4 juin 19, là, je pense que la note était... les éléments essentiels ou du moins les plus gros morceaux avaient été nommés en fait à cette étape-là. On attendait toujours l'écart qu'il y avait en ce qui avait été livré et ce qui avait été commandé, etc. Mais les gros éléments particuliers ici étaient reliés à la sécurité concernant la journalisation, entre autres. Ensuite, il y a une nouvelle problématique là, qui est nommée au dernier paragraphe de la page 153, qui est celle de la pénurie de ressources spécialisées. Oui. Qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière au comité conjoint?
Donc, la pénurie des ressources spécialisées sur le marché se fait toujours sentir. Des activités d'embauche intensives sont en cours et devraient permettre de combler certains postes vacants. À noter que la gestion du projet a augmenté les efforts effectués en télétravail par des ressources externes, ce qui a eu comme impact de réduire la vélocité de certaines équipes. Ce dernier point est factorisé dans la planification. Alors ici, il y a certaines choses contradictoires ici, là. Il faut se rappeler que c'est un clé en main qu'on a. La société engage une firme pour installer une solution parce que, évidemment, il n'y a pas grand monde qui ont l'expertise in-house pour faire tout ça. Et là, ben, finalement, la pénurie de ressources devient un peu en chemin la responsabilité de la société. Puis c'est là que la société organise toutes sortes d'activités pour aller recruter des gens. Alors, à ce moment-là, nous autres, on leur nommait souvent, on disait, bien, comment ça se fait que ce n'est pas l'Alliance qui fournit ces ressources-là? Comment ça se fait? Il est où le ratio de départ, là, que ce soit moitié-moitié ou 60-40, là, mais il est où ce fameux ratio-là? Donc, c'est ça qui nous faisait sursauter. Donc, on ramenait ça ici tout le temps, en disant, bien, écoutez, ça se fait toujours sentir, puis on le savait au départ que SAP n'était pas très présent ici dans la région de Québec. Donc, évidemment, qui était pour avoir des enjeux pour les ressources humaines. Ensuite, quand on nomme ici, à noter que la gestion du projet a augmenté les efforts effectués en télétravail, bien, il permettait plus de télétravail aux ressources de l'Alliance pour les gens qui étaient à Montréal ou ailleurs. Parce qu'initialement, je pense que, de mémoire, là, il y en a qui pouvaient en faire certaines personnes à raison d'une journée par semaine, là. On se souvient qu'en 2019, que le télétravail n'existe à peu près pas, là. À noter que, on mentionne ça ici, mais ce qui est un peu contradictoire, c'est que le bureau nous dit donc qu'ils ont augmenté les efforts en télétravail par des ressources externes, ce qui a eu comme impact de réduire la vélocité de certaines équipes. C'est un peu contradictoire, ça, là, ici. Là. Donc, on l'avait nommé, là, alors que, normalement, il nous disait que le télétravail, ça ne dérange pas, c'est tout du monde en TI, puis ils sont habitués d'être à distance, puis tout ça. Notre dossier SGPE venait aussi, supposément, suite à l'enquête, confirmer que les 2-3 heures qui manquaient en présentiel, ils finissaient en télétravail, puis c'était 8 heures par jour facturé, puis que ça ne dérangeait pas du tout. Puis jamais il nous parlait de problème de vélocité à ce moment-là. Puis la vélocité, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la vélocité, c'est la rapidité avec laquelle ou l'efficacité avec laquelle ils peuvent arriver à produire ce qu'ils doivent produire. S'ils disent on va faire 60 ICF par mois, bien, la vélocité, c'est ça. Est-ce qu'ils vont le réaliser ou pas? L'histoire va nous dire que non, mais c'est la vélocité, entre autres. Parfait. Donc, ça va moins vite. Oui. Et dans votre conclusion, vous ramenez toujours la question de la faisabilité de la solution. Oui. Parfait. En lien avec la sécurité des données. Puis la faisabilité, c'est pas un détail à négliger parce que ce qui est rattaché à ça, la faisabilité de la solution, c'est est-ce que la solution répond et va être capable de répondre aux besoins de la société. Si l'outil ne fonctionne pas, alors la faisabilité était vraiment un enjeu majeur ici. Donc, c'est pour ça qu'on revenait souvent là-dessus. Parfait. À l'automne, donc le 17 septembre 2019, vous produisez une autre note. Je veux juste revenir. Oui. Quand vous justement, puis vous allez à huis clos, puis vous expliquez vos craintes, etc., est-ce qu'il y a des questions qui sont posées? Est-ce qu'on vous questionne là-dessus ou vous dites ce que vous avez à dire, puis les gens restent là, puis ils regardent le train passer? Là, je suis en image, là, je ne veux pas parler de plantes vertes, là, bien évidemment. Ça ne questionne pas beaucoup. Ça ne questionne pas beaucoup. D'ailleurs, c'était mon forum pour compenser. Alors, je commençais par compenser. Ça, je ne prenais pas de chance avant de me faire couper mon temps. Oh, oui, donc, je compensais. Et après ça, c'est là que je disais, bien, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des points particuliers que vous souhaiteriez qu'on approfondisse? Pardon. Non, ça ne questionnait pas beaucoup. Okay. On va au 17 septembre donc 2019, page 152 de la pièce 26P74. Donc, dans l'état de la situation, bon, premier paragraphe, là, c'est notre même paragraphe, habituel, par rapport à la L1,
on est toujours dans la documentation de l'écart entre la portée voulue et la portée livrée. Oui. Quant au, si on va à la page suivante, au contrôle lié à la sécurité de l'information, à la protection des renseignements personnels et au contrôle financier, on est toujours dans les mêmes enjeux. Oui. Hein? L'AMP, on est toujours dans les mêmes enjeux, ça n'a pas avancé. Plan de contingence non plus. Il y a toujours des modifications qui sont apportées au contrat sans que ça passe par le comité aviseur. Et vous essayez toujours de vous assurer que les 42 millions qui devaient être effectués à coût nul vont effectivement l'être. Et on parle encore des données, des ressources spécialisées. Oui. Et on a toujours la même conclusion où vous remettez en doute la faisabilité du projet. Oui. Parfait. Décembre 2019. Donc, en décembre 2019, là, on voit apparaître des numéros de paragraphes, mais essentiellement, dans État de la situation, le paragraphe 1, c'est le même paragraphe qu'habituellement. Oui. Pour le déploiement, paragraphe 2 de la livraison 1 progressive se poursuit. Il y a toujours certains éléments de portée contractuelle qui n'ont pas été livrés. Oui. Puis, vous poursuivez votre documentation de l'écart entre ce qui a été livré et ce qui a été porté, puis particulièrement au niveau financier. Il y a toujours le rapport, un autre rapport d'EY qui est en production. Oui. Bon, les renseignements personnels, c'est toujours pas réglé, paragraphe 6. Les mesures de contrôle, paragraphe 7 non plus. Fait que là, on a tous les mêmes problèmes que vous mentionnez depuis le début de l'année 2019, grosso modo. Oui. Puis là, en arrive un autre au paragraphe 7. C'est que vous avez constaté l'existence de problèmes de performance dans la solution livrée lors de l'exécution de certaines transactions. Mm-hmm. Et là, il y a d'autres mesures compensatoires qui vont être mises en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette nouvelle problématique que vous découvrez relativement à la livraison 1? Nouvelle et pas si nouvelle que ça, parce que les problèmes de performance, on en avait déjà nommé, et tantôt je l'ai mentionné aussi quand j'ai fait un peu l'image qu'il y a certaines transactions qui faisaient baisser les lumières, là. Alors, ça sous-entendait ça, justement, qu'il y avait des problèmes de performance. Alors, il y avait certaines transactions, ils ont dû faire une certaine réorganisation du travail pour ne pas faire certaines transactions à certaines heures du jour. Des mesures compensatoires reposant sur l'organisation du travail, donc de certains secteurs ont été mises en place. Ce problème a été pris en charge afin d'en identifier la cause et des pistes de solutions. Vous comprenez que quand ils ont commencé le projet avec la livraison 0 et la livraison 1, il y avait, on était censé avoir les derniers équipements de pointe très, très contemporains, en fait, à cette date-là. Alors, rapidement, en 2019, quand on se réveille avec supposément à peu près juste des opérations comptables, puis que le système a un peu de problème avec la performance, c'est très préoccupant. Alors, c'est pour ça ici qu'on avait insisté sur ce fait-là, pour qu'il y ait des pistes de solutions, puis qu'ils puissent identifier les causes qui étaient reliées à ça. C'est comme si les machines... Alors, on se disait, nous, s'ils ne peuvent pas supporter la L1, même que la L2 arrive, là, ça va être beau tantôt. Là. C'est un peu ça qu'on disait. Paragraphe 9, c'est toujours la question des taux horaires que vous êtes en train de documenter. Oui. Là, on était peut-être juste... je vais le lire. Un petit peu plus précis, parce que vous avez été capable de quantifier le nombre d'heures. Exact. Et là, on avait des métriques beaucoup plus précis. On avait du data sur une période d'environ 2 ans et demi, ce qui nous amenait autour de 31 000 heures pour le profil expertise de pointe. Voilà. Mais est-ce que vous aviez accès à ce qui était prévu dans la soumission quant à l'utilisation de ce taux horaire? Tout à fait. Comme on le mentionne ici, là, enfin, pour les 5 premières années du contrat, la soumission prévoyait l'utilisation de 10 790 heures pour ce profil à 350. Et là, après 2 ans et demi, on en avait déjà consommé au-delà de 31 000 heures. Là. Donc, 3 fois plus. Oui, en la moitié moins de temps.
Au paragraphe suivant, on parle du plan de qualité du programme, le PQP. Vous en parlez avant, on ne s'y est pas trop attardé, mais j'aimerais qu'on s'y attarde maintenant. C'est quoi le plan de qualité du programme? Le PQP, c'est quelque chose qui aurait dû être défini dès le départ au niveau du bureau de projet. Ça, il faut mettre ça au clair en partant. Ça n'a jamais été fait. Ça a toujours été reporté, puis l'histoire va nous confirmer que ça va être réglé après la transaction de septembre 2020. Puis initialement, ça devait être quoi, ça? Alors, le PQP, ça venait détailler notamment les éléments relatifs à l'organisation, puis aux modalités et aux mécanismes de gestion de projet. C'est un peu ce qui gouverne comment l'Alliance, avec les ressources internes, devait se gouverner ensemble, à l'intérieur même du bureau de projet. En gros, là, c'est ça que c'est. Alors, le PQP, c'est un élément important parce que si la société s'est réveillée dans une zone où elle devait renégocier, puis avoir une médiation et tout ça, puis faire une transaction en 2020, bien, si le PQP avait été fait d'avance, comme il se devait, bien, probablement qu'il y avait un paquet de problèmes qui auraient déjà été réglés, en fait, à ce moment-là. Mais n'ayant pas de PQP qui était défini puis qui était fonctionnel, bien, ça a toujours été reporté, ça. C'était comme pas important pour eux. Et ils ont fini par le faire après la transaction de septembre 2020, mais fait égale un crochet vert, mais la suite des choses, l'utilisation et tout ça, le PQP devenait un peu comme un accessoire pour eux. Parfait. Et finalement, paragraphe 11, les discussions sont toujours en cours entre la Société et l'Alliance concernant les impacts reliés à la planification détaillée de la livraison 2, ainsi que l'application de certaines modalités du contrat, dont le partage de risques. Le résultat des discussions pourrait affecter les coûts et la rentabilité du projet. Qu'est-ce que vous souhaitez souligner là, dans ce paragraphe-là? Encore une fois, ici, c'est toujours un rappel. Pendant qu'ils sont en négociation, nous, en fait, on leur rappelle toujours que, dépendamment de comment ça va se régler et où ça va se rendre, bien, ça va venir impacter le fameux triangle, le délai coût porté. Là. Donc, on est toujours, en fait, à la même place. Parce que forcément, s'il y a des écarts, puis qu'ils négocient, ils négocient sur des éléments de la portée, ils négocient sur la complexité, alors ça va forcément avoir des impacts sur le calendrier et sur les coûts. Et pendant longtemps, on va nous dire que le contrat est capé à 458 millions, mais qu'il y a des dollars qui devaient être dépensés dans les années 6 à 10 qui vont être ramenés un peu plus dans les années 2, 3, 4 et 5 pour du développement. Alors là, on n'est vraiment plus à la même place quant à l'utilisation des sommes prévues, finalement. Dans vos conclusions, ça se répète là, sur le caractère ambitieux de l'objectif et que vous poursuivez vos travaux quant à la faisabilité de la solution. Voilà. On va aller à la pièce 26 P75 où nous avons votre projet de note du 3 décembre. Donc, à quoi ressemblait la note qu'on vient d'analyser quand vous êtes allé rencontrer la PCD avant de déposer la note aux membres du comité? Je suis donc à la page 4 de cette pièce 26 P75. Il y a des notes manuscrites en haut à droite de la note de gauche, qui est le projet. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture manuscrite qui est sur cette pièce? Je peux vous dire que ce n'est pas mon écriture, ça j'en suis sûr. Mais ce qui s'est passé, en fin de compte, c'est ça, c'est que c'est probablement l'écriture d'un de mes collègues là, quand on est revenu, parce que, évidemment, donc c'était la note de projet. Et ce qui s'était passé à ce moment-là, puis ce qui s'est répété à quelques reprises aussi, c'est que quand on déposait notre projet de rapport à Nathalie Tremblay, évidemment, Nathalie se revirait vers Carl Malenfant. Et là, Carl Malenfant disait, bien, écoute, ils ne m'ont pas présenté ça, j'en ai pas entendu parler, mes équipes ne m'ont pas parlé de ça et tout ça. Alors, on comprend, nous, que dans notre processus, ces équipes étaient tout à fait au courant, les gens qui devaient être au courant l'étaient, pour pas... alors, Carl était très, très occupé aussi, donc, normalement, bien, c'est son équipe de DG qui devait lui remonter ça, finalement, à lui, et nous revenir, voir si, du côté de la validation, ça allait ou pas. Alors, il arrivait un temps où, quand ça ne revenait pas, bien, moi, j'avais mes réunions qui étaient déjà planifiées avec Mme Tremblay, donc moi, il fallait que je me présente là. Alors, évidemment, Nathalie est venue un peu tannée,
Et on comprend pourquoi aussi, que moi, je me présentais, moi, dans son bureau. Fait qu'elle, là, c'était du back and forth, là. Il fallait qu'elle me parle. Carl Malenfant revenait, elle disait non, c'est pas ça, bon, etc. Bon. Alors, Nathalie avait proposé que Carl Malenfant participe à la même rencontre que moi, ma rencontre statutaire avec elle, en vue de préparer les comités. Est-ce que c'est fréquent, ça, qu'un auditeur interne doive négocier le contenu de ses constatations avec le dirigeant du bureau qui fait l'objet de l'audit? Non, c'est pas une pratique qui est fréquente et je vous dirais que c'est pas souhaitable non plus. Donc, si on descend dans la note, là, les modifications importantes là, qui ont été apportées à la note, surtout le paragraphe 10. Mais je veux juste voir si c'est 10 de la note initiale ou 10... On dirait que ma note était à l'envers. Je ne sais pas si Maître Thibault peut venir à ma rescousse. Peut-être juste un temps, vous expliquer, là, tantôt, peut-être en haut à droite, c'était pas votre écriture. Par contre, je vois des ratures, je vois des notes manuscrites, etc. Peut-être juste nous expliquer le contexte, à quoi c'est fait sur votre projet de notes, là, ces ratures et ces... Bien, ça devenait en fait un document de travail pour fin de discussion en fait avec la PCD. Là. Donc, que vous gardiez à votre niveau. Là. Oui. C'était pas... Exact. Alors, évidemment, quand je discutais et quand je revenais, moi, dans ma direction, bien, les joueurs qui travaillaient avec moi, évidemment, que je leur partageais tout ça, puis je leur expliquais pourquoi. Et ça, c'était très, 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 très important. Pourquoi j'avais accepté le chemin de passage, d'enlever un morceau au niveau du détail, puis compléter dans le huis clos et tout ça. Alors, les gens qui travaillaient avec moi comprenaient. On ne voulait pas confronter, on voulait toujours trouver un chemin de passage. Donc, c'est pour ça qu'on acceptait de discuter. Puis, comme je le mentionnais, en autant que mon message de base était là, je pouvais jouer avec la quantité de détails en fait qu'on leur fournissait parce que je savais que je pouvais compenser. Alors, quand je regarde votre note à droite, là, sur la page frontispice, ça veut dire que cette négociation-là s'est faite avec Nathalie Tremblay et Carl Malenfant, là, Tout à pour fait. cette note-là. Là. Tout à fait. Donc, il y a eu quelque chose de vice-président donc le directeur du projet CASA a eu un mot à dire dans la note que vous allez emmener au comité conjoint. Tout à fait. Exact? Tout à fait. Et c'est la façon de faire que Mme Tremblay nous avait proposé justement pour sauver du temps, parce que là ça tournait en rond. Là. Moi, j'arrivais, Carl revenait, puis il disait que lui, il n'avait pas eu accès, il n'avait pas eu... Bon. Alors, finalement, bien, tout se réglait directement lors de cette rencontre-là. Donc, l'avantage, c'est que quand je ressortais de là, au moins, là, je savais que là, j'avais une version là, qui était attachée. C'était peut-être pas ma meilleure version, mais bon, au moins ça. Mais était au moins attachée et on pouvait poursuivre et se rendre jusqu'au comité parce que le risque ultime que moi j'avais là-dedans, c'est que ma note soit bloquée puis qu'elle ne se rende pas au comité. C'est ça. Et ça, bien, c'est déjà arrivé. Parfait. On va revenir là-dessus. Donc, je m'excuse, là, c'est peut-être l'heure de la journée, mais si on compare les paragraphes 10 des deux notes, en fait, ce que je ne reconnaissais pas, c'est le début, là, mais dans le fond, c'est que votre paragraphe 10 initial avait de l'information en préambule. Là. Si on regarde dans la note de gauche, bien, ce qui est déposé au comité, c'est tout simplement que le plan de qualité du programme prévu au contrat n'a toujours pas été entériné. Mais dans votre projet initial, vous souhaitiez ajouter que les demandes d'ajustement au projet autorisé jusqu'à présent par le VPTI concernent principalement des ajouts et des reports de portée par rapport à ce qui a été prévu initialement au contrat. En date de la présente note, les demandes d'ajustement au projet ayant trait à la portée s'élèvent à plus de 80 millions de dollars. À noter que le comité de suivi des demandes d'ajustement n'est pas consulté préalablement tel que prévu au processus d'autorisation du VPTI. Tout à fait. Donc, concernant le PQP, pas le PQP, mais le comité aviseur qui devait être avisé en amont des différentes dates, c'était le même phénomène. Donc, ça avait déjà été nommé ici que nous, on était consultés, en fait, en amont. Alors,
cette partie-là qui a disparu par rapport à la note finale, bien, évidemment, j'étais à l'aise de revenir sur ce point-là, moi, dans mon huis clos, de dire, bien, écoutez, on vous l'a nommé, on vous l'a répété aussi, que le comité aviseur pour les DAP n'est pas fonctionnel comme il devrait l'être. Et au moment où on en est rendu, en fait, on en est rendu à autour de 80 millions. Mais évidemment, à cette époque-là, ce que Nathalie Tremblay m'avait dit, c'est que qu'elle ne voulait pas sortir de métrique parce que là, on était dans la période de négociation ou d'analyse d'écart. Alors, ce montant-là aurait pu porter à confusion. Alors, moi, dans mon huis clos, je l'ai quand même nommé. J'ai dit, à date, c'est ce qui est sur la table, c'est ce qui existe. Et, mais encore là, si le comité aviseur sur les DAP avait été consulté correctement, bien, on n'en serait pas là. Puis 80 millions, c'est un chiffre qui commence à être important. Exact. Parfait. Et un autre élément qui a été retiré, c'est que vous aviez transmis pour analyse à la Direction générale des affaires juridiques vos préoccupations ayant trait à l'interprétation et au suivi du contrat avec l'Alliance. Oui, attendez, vous êtes... à la fin du paragraphe 10 dans la portion gauche de votre écran. Oui. Alors, évidemment, les gens des affaires juridiques, on travaillait beaucoup avec eux. Ils nous avaient même délégué un avocat directement pour le projet CASA. Alors, il y a été un temps, au début du projet, c'était Maître Michel Guimond, c'est devenu Jérôme Leclerc en chemin, bon. Et donc, les gens de la DAGE, comme on l'appelait, se rendaient disponibles quand on avait besoin de les consulter. Alors, c'est un peu ça qu'on dit ici. Donc, on a transmis pour analyse, en fait, à la DAGE, des préoccupations qu'on avait quant à l'interprétation du contrat. Parce que là, on s'apercevait que même s'il était en négociation, ce qu'on voyait venir, c'est que là, bien, écoute, on va se faire challenger sur les règles d'affaires, sur la complexité, sur les ajouts de portée, etc., etc. On se dirigeait vers des gros montants d'extra. Donc, on le voyait venir. Fait qu'on avait déjà commencé des consultations, en fait, avec la DAGE pour avoir un petit peu leur pouls ou leur feeling quant à ça. Le paragraphe 11 du projet de la note ne se retrouvera pas dans la note finalement déposée au comité. Qu'est-ce que vous vouliez mentionner par votre paragraphe 11 de votre projet là, qui est à gauche de l'écran? En fait, ici, donc, les gens savaient que la planification puis que le développement de la livraison 2 était déjà commencé. Là, quand on parle ici de l'architecture, on parle des fondements, là, donc on est vraiment là au début. Les discussions tenues jusqu'à présent avec l'équipe du projet nous confirment que la gestion des données passives de la livraison... Bon, ici, quand on parlait des données passives, là, il y a eu beaucoup de débats, en fait, à ce sujet-là, à savoir, bien, est-ce qu'ils vont abandonner une partie des données que la SAC possède déjà, par exemple, ce qu'ils appelaient les données passives, parce qu'il y en avait beaucoup, c'est des milliards de données, ou s'ils vont les reconsidérer. Alors là, toujours dans le contexte ici de la négociation, bien, les informations qu'on avait obtenues, c'est que les données passives ne soient pas entièrement assumées par le projet. Alors que dans la soumission, puis dans dans l'appel d'offres, il n'y avait jamais été question de venir faire une coupure du côté des données passives. Fait qu'on voulait les sensibiliser ici à cet effet-là. Parfait. La note de mars est quand même assez longue, puis on a un projet de note aussi. Souhaitez-vous qu'on l'entame maintenant, quitte à aller plus loin que 16h30? S'il vous plaît, oui. Parfait. Donc, la note du 13 mars 2020. Oui. On va s'en passer tout au long de la note parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent là, du passé, mais allons au paragraphe 10 qui est à la page 160. Ce que vous mentionnez, c'est qu'il y a des changements de méthode quant à la reddition de comptes qui rend difficile l'évaluation de la progression des travaux. À quoi faites-vous référence? Les indicateurs, contenu, les indicateurs, des changements de méthode. Alors ici, rendu en 2020, les fameux indicateurs de performance qu'on avait vus précédemment, les IPC ainsi que les IPD, ça va commencer à être un peu mis de côté pour les remplacer par les RICEF. Alors, les RICEF, techniquement, sauf que ça commençait, en fait, à être défini, tout ça, puis les RICEF, il y avait tout un système de pondération qui était relié à ça. Okay?
Alors, quand ils dénombraient le nombre de RICEF, bien, il y en a qui en valaient plus qu'un à cause de la complexité, etc. Donc, ça commençait à s'installer, cette nouvelle méthode-là, et ce n'était pas bien défini, puis ce n'était pas clair. Alors, c'est un petit peu ça qu'on était venu préciser ici. Ensuite, au paragraphe 11 et 12, on parle un peu, il percole de ce qui ressort des négociations en cours avec l'Alliance, là. Oui. Où notamment, on voit arriver une majoration des efforts évalués dans le cadre des travaux de replanification de la livraison 2 en 2019, soit 877 000 heures prévues initialement par l'Alliance, monte à 2 millions d'heures. Et ça fait toujours l'objet de discussion. Donc, à quoi voulez-vous sensibiliser les membres du comité conjoint par ces deux paragraphes? Bien, en partant, on se disait, bien, écoutez, d'abord, au niveau du paragraphe 12, là, c'est des gros chiffres là, qui frappent l'imaginaire. On passe de 877 000 heures à 2 millions d'heures. Donc, la majoration des efforts évalués dans le cadre des travaux de replanification fait toujours l'objet de discussions. J'espère qu'on discutait là, avec un effort de main, avec un écart là, de cette ampleur-là. Alors, c'est ce qu'on voulait faire ressortir ici. Évidemment, on était encore dans un contexte de négociation. Donc, on disait, écoutez, ce qui est sur la table ou ce qu'on a réussi en fait à capter, bien, ça peut être de cette ampleur-là ici. Donc, c'était majeur là, ici là, en termes de nombre d'heures. Puis, le résultat de ces discussions qui doit être connu pour le 30 avril. Bon, alors tout ça mettait la table pour la transaction de septembre 2020. Donc, on passe du simple au double, plus qu'au double dans le nombre d'heures à consacrer au développement de la livraison 2. Oui. Parfait. On a votre projet de notes de mars 2020. Merci. On remarque que le paragraphe 11 du projet de note, non. Le projet de note est à gauche, la note est à droite. Est-ce que vous pouvez nous montrer le paragraphe note 9 de la note de droite, s'il vous plaît? Parfait. Donc, non, c'est l'inverse. Donc, dans votre projet de note, le paragraphe 9 devient le paragraphe 11 dans votre note. Oui. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on va retirer des métriques, pour reprendre votre expression. Oui. Donc, ce qu'on vous demande de retirer, c'est la valeur des demandes d'ajustement de projet qui sont encore en cours et la précision, là, qu'on n'avait pas à la note précédente, qu'il y en a 43 des 80 millions d'ajoutés qui sont liés à l'ajout du processus du contrôle et de la surveillance du transport routier. Oui. Parfait. Et donc, est-ce que cette information-là a tout de même été transmise en huis clos aux membres du comité? Oui. Et puis, puis pour accepter ça, bien, c'était toujours le même argumentaire, c'est-à-dire, bien, écoute, on est dans une période de négociation, on ne veut pas nuire aux négociations, ça risque d'induire en erreur les administrateurs, donc on ne veut pas les amener ça tant que ce n'est pas négocié ou tant que ce n'est pas plus avancé que ça. Alors moi, je disais, bien, écoutez, c'est quand même des demandes qui sont faites, qui existent présentement. Alors, OK, moi, je vais emmener mon message, je vais parler des dates, mais dans mon huis clos, moi, je venais compléter avec un certain nombre de métriques ici. C'était c'est toujours négocié avec Mme Tremblay et M. Malenfant. Bon, celle-là, je ne suis pas capable de vous garantir que quand Malenfant était là, parce que c'est arrivé, je dirais, peut-être à 3 ou 4 reprises, là, mais minimalement, c'était toujours négocié avec Mme Tremblay. Surtout sur le volet de la quantité de métriques qui va monter, là, finalement. Le paragraphe 10, on voit dans le projet de note qui est beaucoup plus touffu que le paragraphe 10 de la note, mais
ça confirme là, ce que vous avez mentionné d'entrée de jeu. Oui. C'est en fait en quoi va évoluer la reddition de comptes. Exact. Donc, on venait finalement remplacer les IPC et les IPD par des RICEF et par des stories. Alors là, les stories, ça nous avait fait sursauter, là, parce que là, on disait... Vous vous souvenez tantôt, quand je parlais des objectifs d'un lot par rapport à un bien livrable précis, bien là, les stories, là, c'est que là, eux autres, là, disaient, écoute, là, on a une histoire. On a une stories, là, puis c'est ça, c'est avec les stories qu'on va vous démontrer l'avancement du projet. Alors, on a reconduit textuel ici, là, ce qu'eux appelaient leurs stories, mais encore là, la méthode n'était pas encore officialisée. Déjà, d'aller vers un nombre de RICEF, pour nous, c'était déjà beaucoup plus précis. Alors, on s'en est tenu finalement à ça. La note a été évidemment un peu abrégée et j'ai également complété, comme je le faisais toujours, par la note qu'on a là ici. OK, parfait. Votre paragraphe 11 initial est retiré. Qu'est-ce que vous mentionnez dans le paragraphe 11? Bien, en fait, le paragraphe 11, on en avait déjà parlé dans la note précédente, là, celle de décembre 19, je pense, là, par rapport au télétravail, par rapport à la rareté de main-d'œuvre spécialisée. Et il est difficile d'évaluer l'efficacité réelle de cette mesure, donc on en est encore là. Les informations obtenues par les auditeurs indiquent également que la vélocité des équipes souhaitées par la gestion de projet n'a pu être atteinte. Donc, la vélocité, il y avait toujours des problèmes avec ça. À noter qu'en décembre 19, le nombre de RICEF terminés s'élevait à 116, si je lis bien. Oui. En attente de confirmation de la part du projet. Fait qu'on avait simplement, nous, mentionné un chiffre ici. Et pour un total à faire de plus de 1400. Alors, le chiffre de 1400 commençait déjà à circuler en vue de la transaction qui va devenir un chiffre de 1357 finalement. Mais dans vos notes précédentes, quand une situation n'est pas réglée, on vous laissait la laisser dans votre note, non? Ça pouvait arriver, effectivement. Sauf que là, ici, encore une fois, parce qu'on était dans un contexte de négociation, on venait mentionner le nombre de RICEF qui était supposément terminé, mais qui n'avait pas été confirmé. Et on se souvient qu'il y avait des RICEF qui étaient étiquetés comme étant terminés, puis le lendemain de la photo, il était réouvert, puis il tombait dans les rework. Il y avait peut-être de ce phénomène-là ici là, qui était commencé. Donc, pour toutes ces raisons-là, bien, on avait accepté, encore une fois, de venir réduire un peu. Là. OK, parfait. Votre paragraphe 13 du projet de notes, si on peut peut-être le montrer au complet, là. Donc, c'est le paragraphe 13 qui revient le paragraphe 12. Oui. On vous demande de retirer vos qualificatifs comme substantiels. La majoration substantielle des efforts élevés dans le cadre des travaux de replanification. C'est ce que je comprends? Oui. Parfait. Et le paragraphe 14, lui, est retiré complètement. Donc, qu'est-ce que vous mentionnez dans le paragraphe 14 de votre projet de note? Alors, le paragraphe 14, vu dans son ensemble, qui venait faire une espèce de résumé de plusieurs problématiques donc, qui avaient déjà été nommées. C'est essentiellement à cause de ça que Nathalie Tremblay m'avait demandé là, de le retirer. Elle m'avait dit, écoute, c'est de la redite, ça, là tu l'as déjà mentionné, donc, regarde, on va... Puis, bien, essentiellement, il y avait quand même des points importants ici que je complétais, encore une fois, soit dans ma conclusion ou soit dans le huis clos. Mais juste pour en reprendre quelques-uns, là, en ce qui concerne la faisabilité de la solution, il y a plusieurs éléments survenus depuis le dépôt de la soumission, préoccupent les auditeurs notamment l'incapacité à convertir et intégrer l'ensemble des données du patrimoine dans la nouvelle solution. Ça, c'est des informations, ça, qu'on avait déjà. La sous-évaluation de la complexité, on en avait déjà parlé, des règles d'affaires, le niveau de personnalisation, donc est-ce que c'est vanille ou pas, plus élevé que prévu, qui nécessite notamment du développement additionnel. La preuve étant qu'il parlait de 1400 RICEF, là, bien, c'est pas rien, ça. Les problèmes d'intégration entre les produits de la solution, les difficultés d'implanter de l'intelligence d'affaires. Alors, bref, ce paragraphe-là venait ramasser, venait résumer ce qui avait déjà été nommé au cours des 2 dernières années, là, je dirais, au moins. Alors, c'est pour ça que, Nathalie, bon, écoute, tu l'as déjà nommé, ils en ont déjà plein leurs bottes là, avec ce que tu viens de leur nommer là, en haut. Donc, ce résumé-là, finalement, pour elle, ça devenait un peu de la redite. Là. Alors, je dis, OK, bien,
Comme d'habitude, je disais tout le temps, ben écoute, ça se peut que ça questionne à huis clos ou on va être obligé de préciser là. Puis c'est effectivement ça qui s'est passé. Puis, quelles conséquences ont eu les informations supplémentaires que vous avez transmises en huis clos sur votre mandat, M. Pelletier? Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire suite à cette rencontre du comité-là de mars 2020? Le président du comité de vérification. Oui. Alors, en 2020, le président du comité d'audit, donc M. Martineau, Jude Martineau, m'appelle personnellement. Là, mars 2020, la pandémie commence. On s'installe tout en Teams et là, ça brasse. Alors, il m'appelle suite à ces comités-là parce qu'il y en avait eu un précédemment aussi en février 2020 où là, l'équipe de projet et des finances leur avait présenté des données avec des hausses de coûts prévues. Et bon, tout ça, ils étaient dans leurs analyses d'écart, finalement, en vue de la négociation. Le 13 mars, M. Martineau entend qu'il y a juste les métriques, là, passé de 877 000 heures, aller jusqu'à 2 millions d'heures. Alors, M. Martineau est de plus en plus préoccupé. Et à un moment donné, il m'appelle personnellement. L'appel a dû avoir lieu quelque part en mai ou juin 2020. Alors, à ce moment-là, évidemment, moi, c'est mon boss. Alors, je réponds, puis je réponds aussi à ses questions de la meilleure façon. Sa question était fort simple. Daniel, écoute, avec tout ce qu'on a reçu à date en termes de reddition de comptes, avec l'ensemble de tous tes rapports, ça devient difficile pour nous de suivre le projet. OK? Je vais te demander de me faire un résumé du projet depuis le début, depuis 2012, à partir de pérennité. Puis tu m'amènes ça jusqu'en 2020. Parce que lui, M. Martineau, lui, ce qu'il voyait arriver, c'était cette future transaction-là, cette négociation-là, et il voyait des hausses de coûts majeures. Alors, il dit, tu vas tout m'amener ça, puis quand j'aurai le picture au complet, moi, sur une ligne du temps, là, je verrai voir ce que je vais faire avec ça. Alors, moi et mes deux collègues, Martin Després et Martin Lapierre, on se met tout de suite à la tâche, donc au début de l'été. Je conviens avec M. Martineau qu'avec les vacances et tout, qu'on lui revenait au mois d'août. J'avais des courriels, là, justement, d'échange avec lui là, pour lui proposer une date, quand est-ce qu'on le rencontrerait. Alors, finalement, on convient de le rencontrer pour le 2 septembre 2020. On lui envoie les documents vers la fin août. On lui renvoie un deuxième courriel parce que dans les documents qu'on lui avait envoyés, il manquait certains éléments de précision quant au lien avec certains fichiers. Alors, c'est pour ça qu'il y a comme deux courriels, là. Et en passant ce courriel-là, il a l'air daté de 2023, là, mais c'est parce que quand Martin Lapierre a quitté en 2021, sa boîte courriel a été complètement vidée. Alors, Martin, il l'avait dans son ancienne boîte courriel, puis quand il est revenu, il dit « Daniel, tu pourrais-tu me le renvoyer? Moi, il dit « J'en ai besoin. » Alors, c'est pour ça. Donc, M. Martineau, finalement, il m'informe, juste avant la rencontre, il dit « Daniel, il dit, je t'informe que j'ai pensé envoyer ces informations-là à François Geoffrion, qui était l'autre administrateur. Puis François va se joindre à la rencontre si ça ne te pose pas de problème. » Je dis « Non, écoutez, monsieur, c'est votre call à vous. » Alors, finalement, juste avant le début de la rencontre, M. Martineau nous informe que, finalement, François Geoffrion ne pourra pas se joindre à la rencontre. Mais François Geoffrion possédait maintenant les documents qu'on avait envoyés à M. Martineau. Alors, avec M. Martineau, on débute la rencontre. Puis comme Martin Lapierre vous l'a un peu imagé ou expliqué, c'est qu'il y avait le fichier qui était sous forme de tableau avec différentes couleurs et il y avait d'autres fichiers Word qui avaient tout un paquet de contrats là-dedans. Donc nous, il nous avait demandé aussi, là, pas juste les contrats CASA, là, mais les contrats satellites, puis tout ce que Martin Lapierre vous a un peu expliqué. Alors, rapidement, M. Martineau dit « Oh, il y a de la consanguinité là-dedans. » Alors, ce que M. Lapierre vous avait bien dit. Donc, suite à ça, Martin, comme il disait, écoute, moi, il me l'a dit après, il dit, Daniel, il dit, quand je me suis aperçu qu'il parlait de consanguinité, j'ai réalisé qu'il avait tout compris. Fait que là, j'ai arrêté un peu ma présentation, d'aller dans le fin détail. J'ai figuré qu'il avait tout compris. Et suite à ça, M. Martineau nous informe, dans un premier temps. Alors, Martin Lapierre est là, moi, je suis là, puis lui. Il nous dit, écoutez, les gars, merci pour votre excellent travail. Ça va m'être utile. Et ce que je vais proposer, c'est d'avoir des comités spéciaux excluant Nathalie Tremblay et Carl Malenfant. Il dit, il faut aller au fond des choses. Alors lui, c'était sa façon, de façon indépendante, de faire la lumière sur ces dépassements-là qui n'en finissaient plus. Alors nous autres, on dit, écoutez, nous autres, on va attendre que vous fassiez ça. Rapidement, ce qu'on entend dire, c'est que sa demande lui est refusée
parce que la présidente du CA disait qu'elle ne voulait pas briser la relation de confiance avec Nathalie Tremblay et avec Carl Malenfant. Donc, l'objectif de Jude Martineau ne pouvait pas être atteint, de faire des huis clos, de faire des séances excluant Nathalie Tremblay et Carl Malenfant. La présidente du CA, à ce moment-là, c'est Mme Telfer? Absolument. Okay. Alors, c'est ce qui s'est passé avec cet événement-là. Et puis, suite à ça, bien, notre tableau s'est ramassé dans le bureau chez Mme Tremblay. Et puis, effectivement, il y avait beaucoup d'informations là-dessus. Il y avait même une colonne au bout dans laquelle on se permettait de faire une prévision. Puis notre prévision du temps en 2020, nous, de façon très, très conservatrice, on arrivait autour de 925 millions en bas pour le projet. Puis M. Martineau nous avait tout de suite dit, non, les gars, il dit, là, vous êtes trop fins, là, vous êtes trop... il dit, ça va être au-dessus d'1 milliard, même à 1,1 milliard. Moi, je vous prédis ça parce qu'il dit la livraison 3, là, qui est listée ici, là, qui est à 65 millions. Là, il dit, moi, je suis dans le domaine des assurances, puis je connais ça, puis il dit, ça va être beaucoup plus dispendieux que ça. Alors, OK, parfait. Nous autres, on modifie pas ça. Mais rapidement, je me ramasse en rencontre chez Mme Tremblay. Et Francine Lépiné est là aussi, comme Francine était déjà, je pense, à cette époque-là, nommée vice-présidente aux finances par intérim. Donc, Francine est là, elle dit... alors, Mme Tremblay lui dit, Francine, ils ont eu une excellente idée. On va faire plastifier ce fameux tableau-là, mais tu vas m'enlever cette colonne-là puis cette colonne-là. Tu vas enlever les commentaires, puis vous allez me l'ajuster. Et puis, ça va devenir le tableau de suivi pour d'éventuels nouveaux administrateurs. Et ça va être plus facile pour eux autres de suivre. Mais il manquait la colonne où les CT étaient déposés et présentés. C'est important. C'est vraiment là qu'est le début, là, en 15. Là. Puis il manquait la colonne prévision, là, qu'on se rendait jusqu'à près de 1 milliard. Alors... ça uniquement pour les ressources externes. Ça, c'était pour l'ensemble du projet. Pour l'ensemble du projet, incluant la livraison de 3. Exactement. Sauf que là, nous autres, on venait démontrer sans avoir encore... Parce que là, on est au début septembre 2020. La transaction n'est pas signée encore. C'est quand on lui présente ça. Mais déjà, nous, on travaille déjà avec l'hypothèse. C'est sûr que le contrat est encore à 458 millions, mais ça sous-entend qu'il va nécessairement être augmenté par ce tableau-là. Je vous propose qu'on plonge dans les chiffres demain matin. Absolument. Et dans les tableaux, parce qu'il est déjà 16h40. Là, je vous suggère qu'avec suivant une bonne nuit de sommeil, on va avancer plus rapidement dans les chiffres. Je vais agréer à votre suggestion, Maître Sarrazin. Merci. Et on va ajourner jusqu'à demain matin, 9h30. Ordonnance, bien évidemment, vous êtes en milieu d'interrogatoire. Donc, je vous ordonne de ne pas discuter avec qui que ce soit de votre témoignage. Ça va durer jusqu'à la fin, incluant le contre-interrogatoire. Ça va, ça? Donc, oui, ça inclut journalistes, ça inclut autres personnes qui sont reliées de près ou de loin avec le projet ici. Ça va? Oui. Merci. Merci. Veuillez vous lever.